Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Saad Kari, qui est à la fois cinéaste et auteur, et qui est franco-algérien, et donc avec lequel nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe en Algérie. Saad Kari, bonjour. Bonjour. On a donc des manifestations monstres, des millions de personnes dans la rue qui demandent le départ de Bouteflika, qui demandent également un changement de régime, alors qu'il y a peu, Lakhdar Brahimi, à la une de Jeune Afrique, disait que tout le monde soutenait Bouteflika. Ces événements ont pris de court la plupart des observateurs. Vous-même, avez-vous été surpris à la fois par le mouvement et par son ampleur ? Effectivement, surpris par le mouvement, plus que surpris, par son ampleur, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je fais partie des privilégiés qui l'ont vécu, parce que j'étais en Algérie le premier jour de la première manifestation, le fameux vendredi. Et si vous voulez, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il avait prévu ou qu'il avait vu venir, si vous voulez, cet événement. Et la particularité, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est que il n'y a eu aucun incident, et les jeunes Algériens ont fait partie d'un civisme qui était absolument inattendu. Et quand on pense à ce qui se passe de l'autre côté et aux gilets jaunes, si vous voulez, on se dit, les Algériens eux-mêmes se disent qu'on va exporter notre savoir-faire. C'est-à-dire que finalement, comment est-ce qu'on peut faire une manifestation sans casser des vitrines? Oui, il y avait un ministre français qui voulait exporter le savoir-faire français en répression des manifestants, et vous vous proposez d'exporter le savoir-faire algérien en manifestation qui se tiennent bien. Voilà. D'accord. Et il se trouve qu'en plus, si vous voulez, donc à cette expertise, ils ajoutent aussi de l'humour, puisqu'il y a eu des slogans qui commencent à être de plus en plus intéressants concernant, si vous voulez, ce mouvement. Donc c'est l'ampleur, et c'était inattendu. Donc je suis absolument d'accord avec vous. Quelles est, selon vous, les causes? Alors, bien sûr, la cause immédiate, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce d'une 5e candidature de Bouteflika. Mais quelles sont, selon vous, les causes plus profondes, les causes qui étaient les racines de ce mouvement que l'on voit aujourd'hui? Alors, les causes, elles sont multiples, mais disons que s'il fallait résumer, ce que les Algériens appellent la hogra, qu'on peut traduire en français par le mépris, se sont sentis un petit peu méprisés, parce que pendant des années, l'épée de Damoclès, c'était attention, en cas de désordre, rappelez-vous les années noires qu'on a connues, etc. Et soit c'est nous, soit les barbus, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir, et alors là, ils font pas de prisonniers. Et donc, si vous voulez, pendant longtemps, les jeunes ont vécu un petit peu sous cette épée de Damoclès, et puis ils se sont rendus compte qu'en réalité, on leur faisait peur pour faire en sorte qu'ils ne bougent pas. Et puis, bon, ils se sont jetés à l'eau, sans faire de jeu de mots, parce que si vous voulez, en même temps, les jeunes n'ont pas compris comment un pays riche comme l'Algérie perd tous les jours ses enfants qui vont traverser donc ce qu'on appelle les haragak, donc qui veulent traverser la Méditerranée pour aller chercher du travail en Europe. Et finalement, je crois, en tout cas le dicton populaire là-bas, les gens disent que à tout perdre, au moins, j'allais dire, à mourir pour mourir, autant mourir digne. Et ils savaient aussi qu'il n'y aurait pas de mort, qu'on ne leur tirerait pas dessus, parce que c'était un pouvoir moribond, et que cette histoire de 5e mandat, personne n'y croyait. C'était simplement, ils avaient compris que c'était Bouteflika qui demandait une rallonge pour mettre de l'ordre dans le clan, en tout cas, mettre de l'ordre dans les affaires du clan. Voilà. Alors, en 2011, il y a ce qu'on appelle le printemps arabe, même si cette appellation est contestée, disons les révolutions arabes. Le pouvoir est renversé en Tunisie, légalement en Égypte, même si après il y a un contre-coup d'État. En Syrie, il y a une révolution en marche qui est complètement réprimée. Comment se fait-il que lorsque tous les pouvoirs vacillaient dans de nombreux pays arabes, pas tous mais une partie importante, l'Algérie a été à cette époque restée immobile? En tous les cas, ne semblait pas être atteinte par cette vague de contestation révolutionnaire et politique. 2 raisons. La première, c'est que la décennie noire était encore dans les mémoires, toutes les familles étaient touchées.
La deuxième, c'est que le pouvoir a été très malin puisqu'il a acheté la paix sociale. On a donné de l'argent, on a prêté à 0% d'intérêt, on n'a jamais cherché à être remboursé, on a donné de l'argent à des jeunes qui avaient 20 ans, on leur a dit, créez vos petites entreprises, tâchez de vivre avec ça. Et donc, si vous voulez, il n'y avait plus aucune raison de se révolter. Et donc, le pouvoir, c'est machiavélique, a acheté la paix sociale, et en même temps, le rappelant tous les jours les exactions de la veille donc des islamistes, des fondamentalistes. Mais cette distribution aurait pu créer finalement un choc salutaire économique. Si les gens deviennent entrepreneurs ou une aide pour le faire, ils peuvent ensuite générer l'activité. Comment se fait-il que, économiquement également, l'Algérie est restée immobile, et ce qui explique que la crise et les revendications sociales sont toujours là? On a laissé le pouvoir a laissé se développer l'informel, c'est-à-dire les commerçants qui étaient très riches et qui payaient pas d'impôts. On a compris par la suite que cet informel, en réalité, était manipulé par les islamistes. Ce sont eux qui ont pillon sur rue. Tous les commerces de rue, tous les commerces qui ne sont pas déclarés, etc., c'est effectivement le trésor de guerre des islamistes, des fondamentalistes. Et les petits boulots qu'on donnait, l'argent qu'on donnait aux jeunes, c'était pour acheter des triporteurs ou pour faire des petites choses comme ça ou vendre des choses à la sauvette. Ce n'est pas pour créer de l'emploi. En réalité, parce que l'emploi était quelque chose, c'était ce qu'on appelait la rente. En réalité, c'était réservé uniquement aux gens qui sont soutenus par le pouvoir. Et donc aujourd'hui, comment vous qualifieriez la situation sociale et économique de l'Algérie ? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, elle est très inquiétante. Très inquiétante parce que déjà, pendant toutes ces années, surtout pendant le 3e et 4e mandat, ça a été l'immobilisme le plus total. Donc la politique de la rente, qu'on appelait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des fortunes colossales parce que ils ont eu les gros projets étatiques, notamment construction de routes, etc., le scandale de la mosquée d'Alger. Donc, si vous voulez, c'est une poignée d'hommes d'affaires qui ont gagné énormément d'argent. Et aujourd'hui, l'Algérie elle importe ses produits alimentaires, elle importe des produits manufacturés, et donc elle dépend entièrement de l'importation et dépend de l'exportation du pétrole, ce qui fait que c'est une économie qui est absolument presque inexistante. Mmh. Voilà. Pour rester et terminer sur l'aspect économique, s'il y avait un changement de pouvoir, est-ce qu'il serait facile de changer cela et de refaire d'un pays qui a moins besoin d'importation pour vivre au jour le jour? Comment faire pour en sortir? Eh bien, il suffit de prendre certaines décisions drastiques, notamment interdire l'importation de produits qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez vivre sans importer des ananas ou des avocats ou des mirabelles ou je n'en sais rien. Vous pouvez vivre sans importer des grandes voitures de luxe, etc. Vous pouvez vivre sans importer Moi, j'ai vu en Algérie de l'huile d'olive Puget importée de Marseille. Bon. Oui, c'est phénoménal. On peut vivre d'abord l'Algérie est exportatrice dans l'huile d'olive. J'ai vu de la moutarde Amora. Je n'ai rien contre Amora, mais je veux dire, les gens peuvent aussi fabriquer leur moutarde. Et donc, il y a des décisions à prendre et jusqu'à présent, je veux dire, on a donné ces licences d'importation aux gens qui sont proches du pouvoir, qui, avec le système de surfacturation, etc., donc ont sorti énormément d'argent à l'extérieur. Et donc, si on ferme déjà ces robinets, c'est premièrement économie de devises, deuxièmement création d'emplois locaux. Mmh. Alors, venons-en à la situation politique. On a face à face un pouvoir qui a donné des réponses qui apparaissent comme dilatoires à l'opinion. D'abord, Bouteflika fait un 5e mandat, il démissionne en cours de route rapidement. Ensuite, il ne fait pas de 5e mandat, mais il fait un 4e allongé. Et l'opinion massivement a protesté. Et on peut pensez-vous que vendredi encore prochain, il y aura d'immenses manifestations? Comment vous voyez la suite des événements entre des manifestants qui probablement ne viendront pas rentrer chez eux pour ne plus rien faire et un pouvoir qui semble encore hésiter sur la marche à suivre? Oui, justement, c'est la question à laquelle moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Je pense que personne ne pourra répondre. Ça m'a fait penser à
une phrase de Václav Havel que j'ai lu hier. Il disait que ces manifestants dans la rue, ces millions qui manifestent, qui manifestent tous les vendredis, il les appelle le pouvoir des sans-pouvoirs. Et il dit, la rue a le pouvoir, mais il lui manque la méthode pour passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment passer, à l'étape suivante sans faire de dégâts. Et on sait que si on donne un sursis au pouvoir actuel, les gens ne cachent plus maintenant leur opinion. Les gens disent que si ça veut dire simplement qu'on va accorder donc au clan actuel qui dirige le pays plus de temps pour mettre de l'ordre dans ses papiers et pour essayer de sortir s'il peut encore sortir. C'est dit clairement, c'est dans les journaux, c'est dans la rue. Et les Algériens disent non, on a compris la ruse, il est hors de question de lui accorder donc ce délai. On va aller tout de suite, c'est-à-dire 45 jours le président du Conseil constitutionnel va diriger le pays pendant 45 jours, et pendant ces 45 jours, nous allons nous organiser pour aller vers une nouvelle constituante, etc. Le gros problème, c'est que l'État, enfin le pouvoir actuel, a fait appel à des gens, notamment vous parliez tout à l'heure de M. Lakhdar Brahimi, qui est une personnalité mondialement connue. Les gens disent maintenant c'est plus une caution qui est donnée comme garantie à l'étranger plutôt qu'une garantie qui est donnée aux Algériens, puisqu'il est identifié comme étant quelqu'un proche, et en tout cas qui a l'oreille de Bouteflika. Et là, évidemment, donc je n'ai pas de réponse franchement à cette question, et c'est l'inconnu. Et vous qui connaissez, Saad Kari, très bien la scène algérienne, est-ce que vous voyez des figures émerger? Parce que finalement, le problème d'un parti au pouvoir qui est quasiment, enfin pas un parti unique, mais en tous les cas qui a pris tous les leviers, toutes les commandes du pouvoir pendant très longtemps, est-ce que il y a des alternatives pour l'alternance? La caractéristique de l'Algérie, c'est qu'il y a un vide générationnel, c'est-à-dire que le pouvoir actuel, c'est de la gérontocratie, sont arrivés, le pouvoir s'est arrangé pour créer le vide autour de lui. La décennie noire s'est arrangée pour faire partir certaines élites. Les autres, si vous voulez, sont partis d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas, à mon avis, de relève politique réelle, dans la mesure où cette relève n'a pas été formée. Parce que finalement, les politiques sont formés où? Soit dans les syndicats étudiants, soit dans les syndicats ouvriers. Or, il n'y a pas de syndicat étudiant, il n'y a pas de syndicat ouvrier. Et donc, jusqu'à présent, les jeunes, en disant les gens qui ont entre 30 et 40 ans et qui veulent faire de la politique, ce sont des gens qui sont des bébés FLN ou des bébés RND, etc., c'est-à-dire les partis qui sont au pouvoir. Et donc, quelque part, l'Algérie se retrouve avec un vide où on ne trouve plus du tout de personnes émergentes capables ne serait-ce que provisoirement, d'assurer une continuité de fonctionnement de l'État jusqu'à de nouvelles élections, etc. Et franchement, je n'ai pas de nom à donner, c'est simplement, je pense à ceux qui ont essayé de se présenter en même temps que Bouteflika sont qualifiés de lièvres, et donc ils sont plus crédibles. Ceux qui sont apparus souvent à la télévision ou dans les débats publics sont usés, vis-à-vis de les jeunes, aujourd'hui, eux-mêmes cherchent des jeunes, et je ne pense pas qu'il y ait un seul nom qui circule, qui fasse le consensus. À mon avis, maintenant... Et vous pensez que des nouvelles figures pourront émerger dans le maelstrom actuel? Elles doivent émerger, mais avec le danger qui est inévitable, à savoir qu'on va tout de suite les taxer d'être le faux-né du FLN. Parce que si vous voulez, le FLN, c'est un parti d'État, parce que il est implanté partout, il a ses hommes partout, il a ses bureaux partout, il a des moyens énormes. Et donc, quelque part,
s'il y a un candidat qui vient, donc il a besoin d'être connu et donc d'être soutenu par la presse, les médias, etc., forcément, on va dire que c'est le fauné des partis qui sont au pouvoir. Venons-en à deux scénarios qui inquiètent beaucoup ceux qui regardent ce qui se passe en Algérie. Le premier d'entre eux, est-ce que vous croyez, comme certains le craignent, que les événements de 91 peuvent se reproduire ou que, d'une façon ou d'une autre, la force sera utilisée pour faire rentrer les gens chez eux ou en tous les cas leur interdire de manifester? Je ne pense pas parce que il y a une chose qui ne vous a pas échappé, c'est que pendant toutes ces manifestations, on n'a pas entendu une seule fois Allahu Akbar. J'allais y venir, mais là pour l'instant je parle du côté de l'armée. On viendra après aux islamistes. Vous parlez du côté de l'armée? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de répression militaire ou de répression sécuritaire? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les militaires, en tout cas, on a vu déjà les policiers, qui font quand même partie des forces de sécurité, tout à fait, fraterniser avec la foule, fraterniser avec les manifestants. Et donc, les policiers disent aux jeunes, nous sommes jeunes comme vous, nous aussi nous voulons la paix, nous aussi nous voulons que le pays se redresse, etc. Quand on parle de l'armée, ça veut dire quoi? Parce qu'on a encore dans le schéma l'armée donc formée à l'école soviétique. Et donc avec des généraux qui ont entre 70 et 80 ans et qui sont là avec des troupes prêtes à foncer, à ne pas faire de prisonniers. L'armée algérienne a évolué. Il y a la plupart des généraux et des colonels qui sont actuellement dans l'armée active, ce sont des gens qui sont très ouverts, qui ont fait des études à l'étranger et qui sont donc très compétents. Et je ne pense pas qu'ils soient dans la répression. Et donc, parce qu'ils savent que ce sera un bain de sang, et forcément, à ce moment-là, la nature ayant horreur du vide, forcément, il y aura le risque d'intervention de pays étrangers. Alors, vous aviez évoqué la seconde crainte. Est-ce que les islamistes, les héritiers du fils, peuvent également se cacher? On entend souvent qu'ils se cachent derrière les manifestants pour mieux prendre le pouvoir dans une seconde période. De mon point de vue, les grands perdants dans cette histoire, ce sont les fondamentalistes. C'est peut-être l'un des points les plus positifs qu'il faut retenir, dans la mesure où ils ont été marginalisés pendant les manifestations. Ils n'ont pas manifesté en tant qu'entité reconnue, etc. On n'a pas vu des tchadors, on n'a pas vu des choses. Et on n'a surtout pas entendu, comme je disais tout à l'heure, donc le slogan Allahu Akbar. Ça veut dire que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et de ce point de vue-là, c'est très encourageant parce que ça rappelle un peu le seul pays du monde arabo-musulman qui ait pu lutter et qui a réussi, entre guillemets, à battre les fondamentalistes, c'est la Tunisie, et c'est par les urnes. Mmh. Et donc, je pense que nous avons la même opportunité aujourd'hui en Algérie. Si on laisse faire la rue, si on laisse faire les jeunes, je pense qu'on va arriver à disqualifier donc c'est les fondamentalistes par les urnes. Parce que le pouvoir a fait tout en l'ayant vaincu sur le plan sécuritaire, le pouvoir a fait d'importantes concessions au fondamentalisme dans la vie sociétale algérienne. Absolument, parce qu'il avait besoin, là aussi, d'acheter une paix sociale. Mmh. Mais donc, ma question, c'était aussi, est-ce que, du fait de ce pacte non écrit avec le pouvoir, les fondamentalistes n'ont pas gagné du terrain dans la société algérienne, ou est-ce que la soif du changement concerne aussi ce pan de la société algérienne? Les deux, mon colonel. Parce que le changement, c'est aussi c'est aussi ne plus avoir peur des fondamentalistes, surtout des salafistes. C'est ça. Donc maintenant, on n'a plus peur d'eux. Et le deuxième changement, c'est que eux, ils se cachent. C'est-à-dire on ne les a pas vus publiquement manifester. Mais les jeunes aujourd'hui, on les a vus dans la rue, non seulement rejettent le système actuel, donc le clan Bouteflika, ils rejettent aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'importer le modèle saoudien ou le modèle afghan. Et il y a un symbole qui, à mon avis, en tout cas moi qui m'a pas échappé, que je trouve très important, c'est que les femmes voilées ont repris le voile algérien, c'est-à-dire un voile blanc
qui est très coquet, avec un triangle en dentelle sur le visage, etc. Donc, pour dire, on ne veut pas le tchador importé d'Arabie Saoudite, etc. Et donc, je crois que c'est significatif. Même les femmes, maintenant, ont manifesté, des grands-mères ont manifesté sans voile ni rien en disant « l'Algérie vient d'être indépendante ». C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont été colonisés par les salafistes aussi. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe redonne dans le monde une place particulière à l'Algérie et que finalement l'Algérie est au centre des préoccupations, elle est sous le regard et elle donne d'ailleurs une image plutôt positive? Vous étiez frappé par l'absence de cris religieux. Moi, j'étais frappé par le nombre de drapeaux que l'on voyait dans les manifestations. Donc il y a aussi une forme de patriotisme. Oui, c'est-à-dire que les gens, je vous dis, on a parlé d'une deuxième indépendance. Les gens ont retrouvé leur pays qui était un petit peu, j'allais dire, il y avait une chape de plomb, et les gens les Algériens ne se voyaient pas en tant qu'Algériens, ils se voyaient en tant qu'individus, chacun essayant de sauver sa peau, chacun essayant de survivre, etc. Et là, aujourd'hui, ils ont retrouvé un sentiment de fierté. C'est comme si, entre guillemets, c'est comme s'ils avaient été colonisés par un clan. Mmh. Et c'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Alors, pour votre question concernant, si vous voulez, le Maroc et la Tunisie, on pourrait parler de modèles dont on pourrait s'inspirer si la réussite de ce mouvement est assurée. Si effectivement on arrive à changer les choses sans qu'il y ait diffusion de sang, et effectivement en faisant un grand débat national, et en créant une deuxième république, et avec le vote d'une nouvelle constituante, avec évidemment de nouveaux parlements, là effectivement ça servira de modèle. Et alors là, il faut vraiment prier tous les jours pour que ce soit contagieux, parce que le monde arabe, aujourd'hui, arabo-musulman, a besoin de modèles. Malheureusement, la Tunisie n'a pas réussi tout à fait son coup pour des raisons qu'on connaît. Il faudrait qu'il y ait un modèle, que ce soit l'Algérie ou un autre pays, mais en tout cas, l'Algérie aspire aujourd'hui à redevenir le modèle de démocratie dont les aînés ont rêvé à l'indépendance. Parce que l'Algérie a été le modèle de l'indépendance disons, de lutte contre les puissances coloniales dans les années 60. Dans les années 70, c'était un peu le modèle du pays qui luttait pour une meilleure répartition des richesses économiques internationales, avec le concept de nouvel ordre économique international lancé d'ailleurs par Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères. Et donc là, vous voyez une troisième ère où l'Algérie serait un nouveau modèle, celui d'une révolution démocratique qui était espérée auparavant et qui n'est pas survenue. Voilà, ça c'est le vœu de tout le monde. Il ne faut pas oublier, M. Boniface, que aujourd'hui, 40% de la population algérienne a moins de 30 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité, même quand ils n'ont connu que Bouteflika. La dernière fois, j'ai suivi sur un radio-trottoir à la télévision algérienne, ils ont interviewé des gens dans la rue, ils leur ont demandé qui c'est l'émir Abdelkader. Le gars, il ne savait pas qui c'était. Ils ne connaissent même pas leur histoire contemporaine. Et donc, ce qui se passe actuellement leur redonne l'occasion d'une part, d'apprendre leur propre histoire et d'autre part, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas des jeunes, connaître quels étaient les idéaux de la révolution algérienne le jour où les Algériens ont décidé de mener la lutte de libération. Ces idéaux, ils ne les connaissent pas. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de remise à niveau au plan politique qu'il ne faudrait pas que les jeunes loupent aujourd'hui. Mmh. Et de ce point de vue-là, si cette remise à niveau donne des résultats, l'Algérie, effectivement, pourrait servir de modèle, comme vous dites. Donc, dites-moi si je résume bien ou mal, beaucoup d'inconnus sur les perspectives des nouvelles têtes, mais en même temps, beaucoup de confiance dans le fait que la force ne fera pas taire la contestation et que celle-ci ne sera pas prise en otage par les salafistes. Je crois qu'on est absolument d'accord sur ces deux points de vue. Je suis absolument de votre avis. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses, parce que je ne crois pas du tout à la répression sanglante. D'une part, parce que les militaires au pouvoir n'auront pas envie de sortir de cette sorte. D'autre part, je ne pense pas que ça fasse que ça soit l'intérêt de la Méditerranée et l'intérêt du monde en général, parce que si vous voulez, ça ferait tache d'huile et ce serait terrible.
Ce serait vraiment catastrophique. Les salafistes, dans les fondamentalistes en général, je veux dire qu'ils vont, à mon avis, opérer un repli stratégique, peut-être pour attendre en disant cette fois-ci encore, on a loupé le coche. Mais s'ils se présentent aux élections, ils se font battre, c'est clair, parce que la rue n'a pas besoin de ces gens-là. Ce n'est pas du tout le modèle positif, si vous voulez, qui intéresse les jeunes. Un jeune aujourd'hui, il a plus envie de ressembler je sais pas, à Zidane que de ressembler à Bassi Madani de Barbu. Ça n'a rien à voir. Dire que ils ont envie. Et puis les réseaux sociaux, là aussi, il faudrait faire un travail de réflexion là-dessus, parce que les réseaux sociaux ont été déterminants dans ce qui s'est passé en Algérie. Et dans les réseaux sociaux, les gens, ils savent que les jeunes de leur âge, dans d'autres pays, évoluent, vivent bien, font du sport, sont heureux de vivre, etc. Alors que les Algériens se voyaient vieillir avant l'âge. Merci Saad Kari pour ce tour d'horizon et merci également pour cette note optimiste, mais qui est fondée sur une étude très scrupuleuse du terrain. Merci infiniment, c'est moi qui vous remercie.